Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, on va parler de Visa, de Mastercard et surtout du monde de la crypto-monnaie qui est peut-être en pleine adoption grâce justement à ces deux entreprises et nous allons voir comment et pourquoi. Mais avant ça, effectivement, alors aujourd'hui, il faut remettre le contexte dans lequel on est. Nous sommes dans un bear market. Au niveau des crypto-monnaies, c'est évident. Le Bitcoin est passé à 16 000 $. On a les affaires Terra Luna FTX en 2022 qui ont plombé le marché des crypto-monnaies dans un contexte de bear market. Mais en même temps, malgré ces affaires, on peut quand même voir que l'utilité des crypto-monnaies n'a jamais été aussi évidente, et surtout dans le milieu et le contexte des affaires traditionnelles, l'économie traditionnelle que l'on connaît. Parce qu'il faut rappeler que l'économie mondiale peut-être va être en récession en 2023. Beaucoup d'organismes et de gouvernements le prévoient, l'anticipent. On a une inflation qui est de plus en plus prononcée et malgré la hausse des taux directeurs des banques centrales, eh bien l'inflation persiste, ce qui est vraiment un très mauvais signe. Et le problème, c'est que avec cette récession mondiale et la hausse des taux directeurs sur un moyen long terme peut-être, on va également avoir une crise immobilière. Et donc on a en fait une cascade d'éléments économiques qui viennent fragiliser bien sûr les monnaies officielles comme l'euro, le dollar, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est la dette des États. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent en ce moment, mais l'explosion massive des États ces dernières années, en fait, sont le symptôme, et on le voit bien au niveau des banques centrales, justement de l'autorité du pouvoir des banques centrales, et notamment de la Banque centrale européenne. Et donc, quand vous avez des États qui sont surendettés, eh bien, ils n'ont pas d'autre choix que de faire appel aux banques centrales pour qu'elles impriment de l'argent afin de financer leur dette publique. Voilà. Et le problème, c'est qu'en créant de l'argent, qu'est-ce qu'elles provoquent, ces banques centrales? Elles provoquent en fait une dévaluation au fur et à mesure de la valeur de leur monnaie officielle. Et ce, sur le long terme. Et c'est pour ça que là, dans mon article que j'ai fait sur cryptoforce.fr, que je vous invite à visiter d'ailleurs. Eh bien, j'ai fait un article également que j'avais fait monnaie officielle ou or. Je faisais le parallèle, je voulais voir qui est le plus résistant. Et en fait, vous voyez, dans cet article, j'explique que l'or, le dollar par exemple, depuis 100 ans, a chuté de 96% de sa valeur par rapport à la valeur initiale. Et en fait, si l'or, il augmente, il y a 10 ans, l'or était à 10 000 euros à peu près. Aujourd'hui, il est à 50, 60 000 euros. Eh bien, c'est pas en fait que l'or prend de la valeur en tant que tel, c'est plutôt que c'est la valeur de nos monnaies qui chute par rapport aux étalons que sont les valeurs refuges, parce que l'or, l'argent, ils existent depuis des millénaires. Ce qui n'est pas le cas du dollar, ça fait une centaine d'années, et l'euro, encore moins, ça fait 20 ans. Et pourtant, on a vu que même l'euro, qui n'a que 20 ans et qui est assez solide dans sa balance commerciale au niveau mondial, eh bien même lui, il a perdu 20% par rapport au dollar en 2022. Donc on voit bien que les monnaies fiat ne sont pas aussi solides qu'on veut bien nous le faire croire. Voilà. Et donc c'est là où je parle, maintenant je parlais du Bitcoin, des crypto-monnaies principales comme le Bitcoin, l'Ethereum et autres, c'est que ce qui est bien par rapport à ce système de dévaluation des monnaies officielles, c'est que le Bitcoin, lui, ne pourra jamais être dévalorisé des mêmes causes que subissent les monnaies officielles à cause de la politique des banques centrales. Parce que le Bitcoin, il y a 21 millions de Bitcoins qui existent en circulation, enfin, qui vont être en circulation à terme, mais il n'y en a pas un de plus, un de moins. Voilà, donc il n'y aura pas de problème d'impression massive de Bitcoin et donc de dévaluation de la valeur du prix du Bitcoin. Voilà. Cependant, malgré cet aspect-là positif, il y a quand même d'autres problèmes au Bitcoin dans son adoption massive. Et même ces dernières années, on a vu la popularité du Bitcoin grandir et certains gouvernements, même comme le Salvador, adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. Eh bien, ça ne suffit pas pour créer un engouement mondial, une adoption mondiale des crypto-monnaies du Bitcoin. Et on va voir pourquoi. Donc la première chose déjà, c'est le trilemme. Il faut comprendre, là je suis sur un article de Cryptost. Le trilemme, c'est le trilemme des blockchains, c'est-à-dire c'est le problème
euh, basé sur trois caractéristiques d'une blockchain. Et par exemple, le Bitcoin, eh bien, il est basé sur une bonne sécurité, il a une bonne décentralisation, mais il n'a pas une bonne scalabilité. Parce que aujourd'hui, la scalabilité, en fait, c'est la capacité d'une blockchain à accueillir des milliards de personnes, par exemple. Aujourd'hui, le blockchain, dans la blockchain du Bitcoin, dans la capacité primaire, n'a absolument pas les moyens, la capacité d'accueillir des milliards de personnes sur sa blockchain. Le Bitcoin, il exploserait si demain il y avait 6 milliards de personnes qui viendraient échanger des Bitcoins sur sa couche principale. Et par contre, le Bitcoin, il est très sécurisé, il est très décentralisé, et c'est par sa nature même, de sa blockchain, de son consensus de proof of work, mais cette décentralisation, il faut le rappeler d'ailleurs, a été justement la conséquence de la crise des subprimes de 2008. C'est-à-dire que c'est avec la chute, avec la crise économique de 2008, c'est à ce moment-là que les gens ont perdu confiance dans les banques centrales, dans les banques et dans le système économique traditionnel centralisé. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, des gens, développeurs, ont créé la blockchain, le Bitcoin, pour justement créer une économie décentralisée et donc pas dans les mains de quelques personnes. Voilà. Et donc par nature là, le Bitcoin est décentralisé et sécurisé, mais il n'est pas scalable. Et donc qu'est-ce qu'on fait les développeurs pour quand même bricoler cette blockchain du Bitcoin pour la rendre à peu près scalable? Eh bien ils ont créé une deuxième blockchain qu'on appelle le Lightning Network, c'est qu'on appelle de couche numéro 2. Et ils sont venus greffer cette blockchain qui, elle, pour le coup, est scalable et que son rôle, c'est que de rendre le Bitcoin scalable. Et ils ont venu le greffer sur la blockchain numéro 1 primaire du Bitcoin. Et c'est comme ça que grâce à ce Lightning Network, vous avez le Bitcoin qui est quand même accepté dans des magasins aujourd'hui comme McDonald's. Voilà. Donc il y a un système, mais c'est du bricolage, j'ai envie de te dire. Et c'est pas quelque chose qui peut rendre le Bitcoin scalable à l'échelle mondiale. Non, ça suffira pas. Donc il faut trouver autre chose et on va voir comment. Ensuite, le deuxième problème du Bitcoin, c'est la complexité d'utilisation. Donc là, effectivement, je suis sur academy.bit2me.com et comme vous pouvez le voir, donc ils ont fait un petit schéma. Effectivement, le Bitcoin, c'est aujourd'hui un code barre et c'est aussi une adresse, une suite de caractères alphanumériques. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est impossible à mémoriser. Vous ne pouvez pas mémoriser quelque chose comme ça. Et donc là, on a aussi quelque chose qui montre que le Bitcoin n'est pas facile d'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez aller dans un magasin pour payer en Bitcoin, déjà, il n'y a pas de magasin qui accepte le Bitcoin en majorité. Même les Leclerc, les Auchan n'acceptent pas le Bitcoin. Vous arrivez avec votre téléphone, votre code barre, tout le monde vous rit au nez, vous dit de rentrer chez vous. Voilà. Et en plus de cela, si vous voulez convertir vos bitcoins en monnaie fiat pour justement aller dans un magasin pour payer en euros et échanger vos produits, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que vous utilisiez une plateforme exchange centralisée comme Binance, Crypto.com, Coinbase, etc. pour convertir, alors dans un premier temps, pour mettre vos euros sur la plateforme exchange pour les convertir en bitcoin, parce qu'il faut d'abord les acheter les bitcoins avant de les avoir, et ensuite pour finalement les convertir de nouveau en monnaie fiat, eh bien vous devez refaire le chemin en sens inverse et cette fois mettre vos fonds sur votre compte bancaire. Et tout ça, toutes ces transactions, ça se fait pas en 2 secondes comme avec une carte bancaire Visa et Mastercard traditionnelle, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc là aussi, on a un vrai problème au niveau technique pour l'adoption par la suite du Bitcoin et des crypto-monnaies. Ensuite, le troisième problème, et là, bien sûr, on ne peut que... c'est logique, c'est la fronde anti-crypto, Bitcoin, menée par les gouvernements, enfin certains gouvernements en tout cas, et les banques centrales. Alors les banques centrales, voilà, pour vous donner un exemple, la Banque Centrale Européenne, alors je suis sur le compte Twitter officiel de la Banque Centrale Européenne, hein, vous voyez, regarde, je suis là, il y a 720 000 followers, European Central Bank, voilà, la banque centrale en Europe, avec l'euro. Et donc cette banque centrale, elle a mis un tweet au 30 novembre où elle indique quoi? Elle indique que l'apparente stabilisation de la valeur du Bitcoin peut sembler en fait être artificielle. Parce que ça paraît être en fait les derniers soubresauts, je traduis, hein, avant
que le marché entier des crypto-monnaies soit sur la route de l'insignifiance. Donc là, carrément. Et donc, Lux à te regarder où le Bitcoin stand avec la volatilité du marché des crypto-monnaies. Donc, clairement, ils viennent de prendre un fusil, de tirer sur le Bitcoin à bout portant. Et donc, on voit bien que les banques centrales n'aiment pas le Bitcoin, mais c'est normal. Enfin, on ne peut même pas leur en vouloir, j'ai envie de vous dire, c'est parce que la Banque centrale, même la Banque centrale européenne surtout, par définition, c'est une autorité financière centralisée. Elle contrôle l'émission d'argent et c'est elle qui est responsable de l'euro. Et donc, on a un pouvoir centralisé qui est en train de voir émerger un pouvoir décentralisé comme le Bitcoin, les crypto-monnaies, et qui échappe, déjà à leur pouvoir à eux, et en plus voit des citoyens échapper donc à l'euro pour venir se réfugier dans ce système décentralisé. Voilà. Donc ils ne peuvent que avoir les boules, c'est sûr, et, euh, et, et du coup, forcément, ils réagissent en tant que tels. Bon. Troisième point. Ensuite, le dernier point, le quatrième point, c'est que le Bitcoin, alors ça je vous l'ai déjà dit en fait, mais que la non-adoption comme moyen de paiement dans le monde par les entreprises, et oui, en fait, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que le Bitcoin, si vous voulez pouvoir payer en Bitcoin dans un magasin, il faut que le magasin mette des moyens spécifiques. Et là, par exemple, je pense à Tesla. Alors là, je suis un article de Le Monde, et Tesla d'ailleurs a indiqué, c'était l'année dernière, qu'il rouvrait la porte à un paiement en Bitcoin sous réserve d'une devise moins polluante. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet, c'était juste pour donner un exemple, pour prouver que Tesla, c'était en 2020, avait accepté, ou début 2021, des paiements en Bitcoin en échange d'une voiture Tesla. Voilà. Sauf que pour faire cela, Tesla avait mis en place des moyens de paiement spécifiques, d'ailleurs des moyens spécifiques. Mais Tesla, ils peuvent se le permettre, ils ont les moyens. Mais tous les magasins dans le monde n'ont pas forcément les moyens spécifiques ou l'envie ou la motivation de mettre en place, en plus du système bancaire traditionnel, un système bancaire crypto. Voilà. Et accepter le Bitcoin, parce qu'en plus, ils ne sont pas encore convaincus peut-être de l'utilité des crypto-monnaies. Voilà. Donc là, on a aussi un vrai frein au niveau technique, c'est que les magasins doivent faire un effort mental, technique, intellectuel pour mettre en place des moyens de paiement en Bitcoin. Ce qui ne devrait pas être le cas si on veut avoir une adoption massive, pour que ça vienne naturellement. Bon, donc ça c'était le dernier point. Et maintenant, quand on voit ces points-là, on va passer justement, je vais vous présenter Visa et Mastercard, justement un peu pour faire la transition entre les problèmes que rencontre le Bitcoin dans l'adoption massive à l'échelle internationale et les solutions que peuvent représenter justement Visa et Mastercard dans tous les problèmes que j'ai cités là pour les crypto-monnaies et le Bitcoin. Bon. Déjà, on va commencer par Visa. Alors, Visa, pour la présentation, a été fondée en 1958 par J. Hawk, c'est-à-dire le président du comité des banques aux États-Unis, rien que ça. Donc à l'époque, en fait, c'est la Bank of America qui lance donc une nouvelle technologie de paiement grâce à sa carte bancaire appelée la Bank America, c'est-à-dire l'ancêtre de Visa. Et donc jusqu'en 1970, le système de cartes se propage à de nombreuses banques qui adoptent la carte Bank America. Et donc très vite, il y a donc J. Hawk, le président du comité des banques aux États-Unis, il veut passer à l'étape supérieure et il crée un consortium carrément de banques, la National Bank America, qu'il appelle la NBI, justement pour rassembler le plus de banques autour de la Banque America. Et donc, il est intéressant une chose à noter, que j'ai noté, c'est qu'avant 1973, la vitesse de transaction par carte Banque America était de 5 minutes. Et après, elle est passée à de l'ordre de 56 secondes, c'est-à-dire moins d'une minute. Donc là, ça rappelle quand même aussi l'évolution quand même du Bitcoin et surtout des crypto-monnaies, parce que la première blockchain qui a vu le monde, c'était celle du Bitcoin, et vous pouvez le voir aujourd'hui, quand vous faites une transaction en Bitcoin, ça prend plusieurs minutes au minimum. Or, aujourd'hui, vous avez en 2022 des blockchains qui ont émergé, beaucoup plus rapides, beaucoup plus sophistiquées, avec une technologie beaucoup plus adaptée au monde actuel des paiements en ligne. Et vous avez des paiements qui se font en quelques secondes, des transactions qui se font en quelques secondes avec des frais de gaz quasiment ridicules. Voilà.
Et donc ça rappelle également l'évolution, vous voyez, du système de paiement en ligne à l'époque. Pour dire l'analogie. Ensuite, en 1977, donc la carte Bank Americard est enfin rebaptisée Visa, justement pour être accessible à l'international au niveau marketing. Et à partir de 1979, Visa cible également la sécurité des transactions chez les commerçants et commence à améliorer ce système de sécurité en interne. Voilà. Donc là aussi, ça rappelle l'aspect sécurité dans le trilemme des blockchains, c'est-à-dire que Visa était confronté à ce problème très tôt, c'est-à-dire qu'il fallait sécuriser contre les fraudes et tout, et les piratages, leurs moyens donc de paiement par carte bancaire. Et enfin, en 1983, Visa a conquis 60% du marché des cartes bancaires, et l'autre pourcentage, en fait, c'est Mastercard qu'il a eu, son principal concurrent. Voilà. Et donc en 2021, Visa, en fait, est une entreprise commune, c'est-à-dire un organisme de droit public ayant une personnalité juridique propre. Et donc cette entreprise commune, constituée de 15 100 banques, Visa, et ils ont 21 500 employés. Et donc très fort, vous voyez le chiffre là, c'est en 2021, vous avez 3,7 milliards de personnes dans le monde qui possèdent une carte Visa. Voilà, donc c'est une personne sur deux dans le monde, 50%. Donc ensuite, Visa est aujourd'hui le leader incontesté dans le marché des cartes bancaires. Et en 2019, Visa a fait un chiffre d'affaires de presque 22 milliards de dollars, qui est colossal. Bon, voilà. Ça, c'était pour Visa. Maintenant, je passe à Mastercard. Donc, contrairement à Visa, qui est effectivement une entreprise commune, un consortium un peu de banques, 15 100 banques, elle, Mastercard, c'est vraiment une entreprise normale, américaine, qui a été fondée en 1966 par la United California Bank. Et donc, l'objectif de Mastercard à l'époque, c'était juste de faire concurrence à la banque Americard. Et donc, c'est pour ça que Mastercard a réuni, en fait, a fait le même travail que Bank Americard à l'époque. Elle a réuni entre 1966 et 1969 un maximum de banques sous sa bannière. Voilà. Et donc elle s'est également alliée, il faut le noter, avec Eurocard et Everything Card. C'est un moyen de paiement par carte bancaire également à l'époque. Ensuite, donc Mastercard va également avoir une politique plus de rachat d'entreprises pour étoffer ses services technologiques comme DataCash, Vocalink et Kata, etc. Et va même fusionner avec Europay International afin d'améliorer justement son offre de carte de crédit et assurer tout comme Visa la sécurité des transactions. Donc là aussi on retrouve un peu le même parallèle d'évolution entre Visa et Mastercard. Et par contre il y a un fait vraiment que j'ai trouvé hyper intéressant, que ce soit pour Visa et Mastercard, et qui est étonnamment similaire, c'est que vous avez les actionnaires principaux de Visa et Mastercard, et bien c'est Vanguard et BlackRock. On les retrouve partout, cela. Et donc, pour rappel, Vanguard et BlackRock, ce sont des hedge funds, quelque part, qui brassent à eux deux 20 000 milliards de dollars dans le monde. C'est-à-dire que ces entreprises qui sont à l'échelle de méga corporations, et elles sont tellement puissantes qu'elles vont même conseiller les gouvernements, les banques, etc. Et donc, pour que ces entreprises-là par exemple, s'intéresse de plus en plus à la crypto, parce que si vous avez Visa, Mastercard, et je parle également de MicroStrategy, j'ai fait une vidéo que je vous invite à voir sur MicroStrategy ici, là, eh bien, ça veut dire que derrière, si Mastercard, BlackRock, MicroStrategy décident d'avoir une politique pro-crypto et même très profonde et prononcée de plus en plus visible, c'est que derrière, ils ont eu l'accord de leurs actionnaires, enfin pas majoritaires, mais en tout cas leurs plus gros actionnaires, que sont BlackRock et Vanguard. Donc ça veut dire que derrière, on a les gens qui ont l'argent, et donc le pouvoir financier, et donc le pouvoir tout court, qui décident, oui, on va vers la crypto-monnaie. Et donc ça fait quand même très contraste avec les banques centrales comme la Banque Centrale Européenne qui dit, elle, la crypto-monnaie c'est de la daube. Mais d'un autre côté, on a les gens qui ont vraiment le pouvoir qui eux s'y jettent dessus. Et quand je dis jettent dessus, on va voir pourquoi. Et donc, pour en revenir à Vanguard et BlackRock, Vanguard possède 8% de Visa, et BlackRock en possède 2%. Donc on retrouve la règle des 10% parce que BlackRock et Vanguard sont très liés, les deux hedge funds. Et ensuite, Vanguard possède 7% de Mastercard et BlackRock possède 2% de Mastercard également. Donc ils sont pas loin des 10% sur les deux, sur Visa et Mastercard. Bon. Ensuite, Mastercard, donc forcément c'est le numéro 2
dans le marché des paiements par carte bancaire. Et en 2019, leur chiffre d'affaires était de 17 milliards de dollars quasiment. Voilà, ça c'est la présentation. Maintenant, on va passer au dur du dur, c'est-à-dire la politique crypto de Visa et Mastercard. Donc, pour commencer avec Visa, en 2021, donc c'est quand même très récent, hein, eh bien Visa a annoncé un partenariat avec 50 plateformes exchange crypto-monnaies comme Binance, Coinbase, Crypto.com. Et donc le but de ce partenariat, c'était de proposer aux utilisateurs des plateformes exchange crypto justement de pouvoir utiliser la carte Visa crypto dans plus de 80 millions de commerces dans le monde. Voilà. Rien que ça. Et donc c'est là où on arrive à un point où je vous disais ça règle quand même de nombreux problèmes du Bitcoin d'un coup. C'est-à-dire que les magasins n'ont pas à mettre en place des moyens spécifiques pour accepter le Bitcoin, puisque en fait c'est les utilisateurs eux-mêmes qui auront le moyen. Ouais. C'est-à-dire que les utilisateurs des plateformes exchange qui ont la carte Visa, eh bien, il n'y aura rien qui les différencie des utilisateurs dans les magasins qui auront des cartes Visa bancaires traditionnelles. Voilà. Puisque le système de cette carte Visa crypto, c'est que la personne qui veut dépenser ses bitcoins dans un magasin n'importe lequel, parce qu'il y a 80 millions de commerces dans le monde qui utilisent Visa, eh bien, la conversion de crypto-monnaie de bitcoin à monnaie fiat se fera automatiquement lors du paiement à la caisse. Et donc le magasin, lui, il verra même pas qu'il y a eu une conversion crypto, il verra juste qu'il y a des euros qui viennent dans sa caisse. Mais il ne saura pas que la personne a utilisé une carte crypto et du bitcoin. Et c'est ça qui est fort. Voilà. Donc là, on arrive à un point où on facilite énormément les choses dans l'aspect utilisation des cryptos au quotidien sur le plan technique. Voilà. Et donc, maintenant, je vais aller plus loin dans la politique Visa. Quand je vous dis qu'elle commence à devenir pro-crypto, c'est pas pour rien. C'est parce que là, je suis tombé sur un tweet de Mike Concoudis. Alors, Mike Concoudis, c'est un avocat agréé par l'Office américain des brevets et des marques. Donc, c'est lui qui gère vraiment les brevets et les marques. Et il a annoncé sur son compte Twitter que Visa avait rempli deux formulaires d'application pour justement concernant les crypto-monnaies, les portefeuilles de crypto-monnaies. Donc imagine peut-être que Visa va se lancer dans les portefeuilles, les wallets numériques comme MetaMask ou encore Ledger, pourquoi pas. Et surtout, on voit les NFT et les assets virtuels. Donc là, on imagine le métaverse. Donc ça veut dire que Visa a clairement un objectif, une stratégie aujourd'hui de même, pourquoi pas, faire une carte bancaire crypto, ou alors un système comme les cartes bancaires, mais peut-être différent, qui va évoluer, on imagine, ou ils pourront peut-être même à l'avenir mettre les NFT. Donc on pourra peut-être payer en NFT, on pourra et échanger avec d'autres produits, pourquoi pas, on peut tout de suite imaginer. Voilà. Donc ça, c'est quand même l'aspect Visa. Maintenant, je vais passer à Mastercard, et là aussi, le ton est le même à peu de choses près, et on va voir pourquoi, de façon différemment. Donc Mastercard, alors ils sont un peu à la bourre par rapport à Visa, parce que Visa a dégainé en 2021 et la Mastercard dégaine plutôt en 2022, j'ai l'impression, donc ils ont un peu de retard. Mais en tout cas, Mastercard a annoncé en août 2022 un partenariat avec Binance sur une carte de crédit Mastercard qui donne accès à 90 millions de magasins dans le monde. Et donc je vais aller plus loin, j'ai retrouvé LinkedIn de Michael Mibash, je sais pas comment on dit, et donc c'est le CEO, c'est-à-dire le PDG de Mastercard, rien que ça. Et donc, dans son post LinkedIn, qu'est-ce qu'il dit, Michael Mibash? Il dit carrément, je le traduis, nous pouvons débloquer le plein potentiel de la technologie blockchain quand nous aurons quand nous l'aurons fait plus facile d'accès. Et en fait, c'est exactement, là on retrouve exactement ce que je vous disais, c'est que, comme je vous l'ai prouvé là, comme je vous l'ai montré, le Bitcoin, il est difficile d'accès et il est difficile d'utilisation. Donc ça ne donne pas envie de faire l'effort de l'utiliser tout simplement. Et donc c'est exactement ce que dit Michael Mibash. Il dit il faut rendre tout ça plus facile. Et il dit une voie que nous pouvons apporter au monde des cryptos dans l'achat de tous les jours, c'est de faire en réalité, c'est que nous travaillons avec Binance pour laisser les gens utiliser leurs cryptos
pour faire leurs achats dans plus de 90 millions de magasins qui acceptent Mastercard. Voilà. Et donc ils disent qu'ils ils ont commencé avec l'Argentine, et puis après ils comptent ils comptent après généraliser le procédé. Voilà. Et ça, c'est Michael Mibach, c'est le PDG de Mastercard. Donc on a quasiment le même discours que pour Visa, et ils disent, et ces deux entreprises-là ont compris, en fait, déjà le potentiel des crypto-monnaies, l'aspect décentralisé qui est de plus en plus recherché, je dirais, par les citoyens dans le monde vis-à-vis de l'inflation. Déjà, première chose, les gens, la première chose qu'ils veulent, j'imagine que vous voulez, c'est protéger votre portefeuille contre l'inflation actuelle, de façon à ne pas subir l'inflation. Et c'est vrai que là, la crypto-monnaie, malgré le fait qu'elle est très volatile, ça, il faudra toujours le rappeler. D'ailleurs, je ne suis pas un conseiller financier, je le rappelle, important. Mais du coup, voilà, l'objectif, à travers les crypto-monnaies, ça peut être, malgré la volatilité, eh bien qu'elle soit malgré tout plus solide que les monnaies fiat traditionnelles, comme on peut voir comment elles se comportent, ces monnaies fiat, de plus en plus au fur et à mesure du temps. Non seulement elles chutent en termes de valeur, mais en plus, dans le cadre économique que nous connaissons aujourd'hui, dans l'actualité géopolitique, eh bien, elles sont de plus en plus instables. Et là, on le voit avec la perte de 20% de l'euro par rapport au dollar, rien qu'en 2022. Voilà. Et donc, en parlant de décentralisation, je vais aller plus loin encore, parce que, effectivement, le problème soulevé dans le milieu des crypto-monnaies, la chute des FTX, c'est également l'aspect centralisé. Parce que là, je vous ai parlé des banques centrales, c'est une autorité financière centralisée, mais dans le monde des crypto-monnaies, il y a aussi des autorités centralisées, et c'est les plateformes exchange crypto. Parce que pour acheter et vendre des cryptos, les citoyens, ils n'ont pas d'autre choix que de passer par ces plateformes exchange comme Binance et mettre leurs fonds dessus pour ensuite convertir en n'importe quelle autre crypto ou convertir en monnaie fiat ou acheter des cryptos. Sauf que si cette plateforme-là, elle coule, eh bien, tous les fonds et tous les citoyens qui auront fait confiance à cette plateforme, eh bien, ils seront lésés. C'est exactement ce qui s'est passé avec FTX. Voilà. Et donc, malgré le fait, ça le paradoxe, c'est que malgré le fait que la crypto-monnaie, le Bitcoin, soit décentralisé par nature, eh bien, on a quand même créé un système centralisé dans le milieu des crypto-monnaies qui a créé des dégâts. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le milieu décentralisé aujourd'hui est de plus en plus demandé, même dans les crypto-monnaies. Et c'est là où je vous parle de Ledger. Ledger, c'est simplement une entreprise française en plus, pour information, qui qui crée des clés physiques de sécurité pour stocker les crypto-monnaies. C'est-à-dire que là, alors là, j'ai vous voyez la photo là, et donc la clé, vous pouvez la voir, elle est là. Elle ressemble vraiment à ça. Et donc vous pouvez stocker vos crypto-monnaies dessus, mais l'intérêt surtout pratique, c'est que c'est relié à un portefeuille numérique que vous avez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et donc, même si par exemple un hacker, un pirate accède à votre portefeuille numérique, eh bien, il ne pourra pas vous siphonner vos fonds, parce que pour valider une transaction d'un portefeuille à un autre avec votre ledger, quand ils sont liés avec votre portefeuille numérique, eh bien, il faut impérativement brancher votre clé ledger à votre ordinateur. Ça veut dire que n'importe quel pirate ne pourra jamais faire de transaction sur votre ledger, puisqu'il n'aura pas accès à votre clé physique. Voilà. Donc c'est du première chose, c'est qu'on a une sécurité quasiment infaillible à ce niveau-là. Ensuite, donc imaginez que vous avez dans votre poche droite, vous avez votre clé. Ensuite, vous avez dans votre poche gauche, vous avez votre téléphone, et sur votre téléphone, vous avez l'application donc on appelle Ledger Live, je crois, ça. Et Ledger Live, c'est un peu une application similaire à une application bancaire, où en fait vous pouvez manager tous vos comptes crypto, vous pouvez voir directement ce qu'il y a dessus, vous pouvez faire les transactions, etc. Et plus fort encore, Ledger a annoncé très récemment, en 2022, un partenariat avec Visa, encore une fois, pour une carte crypto Visa. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez directement, avec cette carte Visa, payer dans n'importe quel magasin, donc 80 millions, enfin 70 millions, 80 millions de magasins, avec votre carte Visa, sans bouger vos cryptos de votre clé physique Ledger. Et ça, c'est très fort, parce que en fait, ça veut dire que vous êtes vous-même une banque décentralisée. En fait, vous êtes votre propre banque quelque part, et votre intermédiaire, ce sera votre clé Ledger
mais qui est totalement décentralisé parce que personne n'y a accès à part vous. Donc, voilà. Et ça, c'est très intéressant, je pense également dans l'avenir, dans la confiance, adoptée aussi dans le marché, dans le milieu des crypto-monnaies, qui a pris un coup dans l'aile avec l'affaire FTX et avant Terra Luna. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, on voit bien qu'on a une émergence, donc en conclusion, on voit bien qu'on a une émergence de technologie au sein de la crypto-monnaie. Donc là, 2021, Visa dégainé, 2022, Mastercard dégaine. On a également Ledger, les portefeuilles décentralisés commencent à monter en gamme leur technologie pour offrir des choses hyper décentralisées et à voir même si les plateformes exchange à terme, comme Binance, FTX, tout ça, crypto.com, vont pas être relégués au Moyen-Âge, quelque part, j'ai envie de vous dire, au profit justement de ces nouveaux systèmes décentralisés. Bon. Ensuite, quand on fait la conclusion au niveau géopolitique, c'est vrai que le Bitcoin, attention, c'est volatile, hein, je rappellerai jamais assez, donc ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il peut offrir une alternative si par exemple, parce que là en 2023, si on a une récession mondiale qui est annoncée par beaucoup de gouvernements, par beaucoup d'organismes, et même par les banques centrales, et même par la Banque centrale européenne d'ailleurs, eh bien, ça voudra dire qu'on aura potentiellement une hyperinflation, une très grosse inflation dans les magasins, encore plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y aura une instabilité économique sans précédent, parce qu'en plus on a la crise énergétique, nous, au sein de l'Union européenne, qui vont déstabiliser encore plus les entreprises, encore plus les marchés financiers. Et donc, c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça que je fais cette vidéo également, d'assurer des solutions en dernier recours. Et par exemple, ouvrir un compte crypto sur Binance, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Vous n'êtes pas obligé de mettre des fonds. Ensuite, commandez gratuitement votre carte Binance, parce que là aussi c'est gratuit, il n'y a aucun frais de compte, même si vous commandez une carte gratuite Visa Binance, eh bien ça vous permettrait que si il y a une récession en 2023 et que c'est la galère, eh bien au moins vous pouvez rapatrier une partie de vos fonds, les convertir en crypto et avoir quelque part une deuxième alternative à la monnaie fiat euro qui, on ne sait pas exactement comment elle va se porter lors de cette récession. Donc si l'euro se porte bien durant la récession, tant mieux. Voilà, on est tranquille, pas besoin de crypto. Mais si l'euro commence à être plombé justement à cause de la récession, qu'il commence à perdre de la valeur de plus en plus en créant une hyperinflation, eh bien ça veut dire que votre compte, votre argent, il va perdre de la valeur de plus en plus par rapport au produit. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des valeurs refuges, de répartir un peu ces fonds pour ne pas subir de plein fouet cette hyperinflation. Et donc, en valeur refuge, vous avez l'or, l'argent physique, mais encore une fois, ils ne sont pas pratiques pour aller les échanger et troquer dans un magasin Auchan Leclerc. Ça paraît difficile à envisager. Et donc, le seul alternative qu'il y a à ce point-là, c'est les crypto-monnaies, le Bitcoin. Voilà. Bon, sur ce, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a appris, apporté des choses et tout, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais d'autres vidéos de façon assez régulière, mais évidemment sur les crypto-monnaies, l'actualité géopolitique, économique. N'hésitez pas à visiter également mon site internet cryptoforce.fr où je fais des articles de façon aussi régulièrement. Et puis sinon, ben moi écoutez, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt, ciao.